cette vidéo, je vais vous parler de l'un des meilleurs films de l'année qui malheureusement a été baigné dans une polémique assez stupide. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de critiques multiples. Aujourd'hui, nous parlons de 3 films qui sont encore disponibles en salle. Certains sont sortis très récemment, la semaine dernière. Vous vous dites sûrement parfois, Reg, pourquoi est-ce que tu fais des critiques de bouse comme Acid et les bons films t'en parlent rarement? Comme je dis souvent, le but de ces critiques multiples, c'est justement d'adresser ce problème. Pourquoi? Parce que c'est une question de timing. Vous le savez, hein, ma vie, c'est pas toujours facile en termes de timing. Du coup, je fais des critiques de films qui m'intéressent et que je vois à temps. Parce que sortir une critique des semaines plus tard, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est le but de ces vidéos. Mais l'objectif, c'est aussi de vous parler de films qui peut-être ne vous auraient pas motivé à cliquer sur une critique à chaud. Je suis là pour vous recommander ou non des films. Je vous dirai à quel moment je parle du film de la miniature, mais ça tombe bien parce que c'est aussi mon film préféré de la vidéo et l'un de mes préférés de l'année. Et ça sera en fin de vidéo. Pas de spoiler et je vais essayer de passer 2 à 3 minutes maximum par film. Mais si vous voulez suivre ma progression de visionnage de films, vous pouvez évidemment me suivre sur Letterboxd. Et je veux votre avis dans les commentaires concernant tous ces films. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui s'appelle Le Livre des Solutions, qui raconte l'histoire de Mark, un réalisateur qui ne pourra malheureusement pas finir son film. En effet, les producteurs ont décidé de ne jamais sortir son film, de le remonter et sortir une version bien plus commerciale pour sauver les meubles. C'est là que Mark et quelques proches vont décider de voler le film et de finir le montage à sa manière. C'est comme ça qu'a été vendu le film Le Livre des Solutions. Et c'est un film qui n'est pas du tout ça au final. Alors évidemment, ça va parler du réalisateur, ça va parler du montage, ça va parler de l'art de faire du cinéma aussi, plus ou moins, mais c'est pas vraiment l'histoire du film. L'histoire du film, c'est que ce personnage-là, Mark, interprété par Pierre Ninet, est un personnage qui a des vrais problèmes psychologiques. Et au début du film, je me suis dit, oh non, ça va être relou, ça va être l'histoire de juste un réalisateur qui arrive pas à faire son film à cause de producteurs, ça va pas être très inspiré, bon, ça m'intéresse pas des masses. Ça peut être bien en général ce concept, mais le début est assez faible. Pourquoi le début est faible? Non pas que le film est mauvais, mais en fait tu sais pas ce que tu regardes, parce que le film te pousse vers ça. Et au fait, c'est pas du tout ça l'histoire du film, c'est juste l'histoire d'un homme qui a un vrai problème psychologique et qui va gâcher la vie de tous les gens autour de lui. Alors oui, il y a évidemment la métaphore par rapport au film qui est dressée en parallèle de l'histoire et de son évolution en tant que personnage. Il y a toutes ces thématiques artistiques par rapport au producteur, par rapport à la vision d'artiste, des choses assez classiques entre guillemets, mais elles sont secondaires. L'histoire, c'est vraiment la santé mentale de cet homme et comment son entourage est affecté par cette santé mentale, comment il arrive ou pas à avoir une vraie vie comme beaucoup de personnes. C'est le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Mais c'est très doux amer pour le coup, et c'est là que tu comprends pourquoi Michel Gondry était parfait pour ce genre de film. Alors Michel Gondry, son film le plus connu, c'est sûrement le film préféré de beaucoup de personnes, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est lui qui l'a réalisé il y a déjà presque 20 ans. Je dis pas que vous allez avoir la même vibe que dans ce film-là, mais le livre de solutions a cet humour un peu cynique, mais en même temps doux amer. Il y a une vraie beauté dans la manière dont tous ces gens qui tournent autour de lui l'acceptent et essaient de faire le plus possible, mais à certains moments ils sont poussés à bout. Leur santé mentale est aussi affectée par la condition psychologique du personnage de Pierre Ninet, mais c'est une œuvre qui est assez authentique parce qu'elle est vraiment belle, je trouve. Il y a une vraie thématique de compassion, elle est très drôle, il y a un humour assez abstrait à certains moments qui m'a beaucoup fait rire. C'est vraiment le film qui m'a le plus fait rire cette année, je m'y attendais pas du tout. C'est un film qui est vraiment émouvant, il y a plein d'idées de mise en scène, c'est un huis clos presque, quasiment tout se passe dans une maison. Pierre Ninet est fantastique, à la fois t'as envie de lui mettre des grosses claques et en même temps t'as envie de lui faire un gros câlin. Tout le casting s'en sort plutôt bien, surtout Françoise Lebrun qui est vraiment la grand-mère que t'as envie d'avoir, qui est touchante mais drôle à la fois et qui a une compassion folle et qui ferait tout pour, voilà, Marc. C'est un film qui est vraiment touchant pour le coup. Peut-être un peu simple à certains moments, peut-être pas assez subtil je trouve pour le sujet, mais honnêtement c'est bien écrit, c'est drôle, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, le temps passe super vite, c'était vraiment bien je trouve. Je sais pas s'il arrivera dans la case de mes meilleurs films de l'année, mais je vais m'en rappeler parce qu'il y avait quelque chose d'assez intime, quelque chose d'assez honnête, quelque chose d'assez beau. Évidemment je vous le conseille, il est encore en salle et j'ai beaucoup aimé ce film et plus j'y pense, plus je l'apprécie, même si le visionnage est parfois assez frustrant parce que c'est le but du film. Vous allez en ressortir, certains avec les larmes aux yeux, certains en ayant beaucoup rigolé et certains en sortant un peu satisfaits ou pas. C'est un peu compliqué mais bref, c'est un film assez complexe aussi je trouve émotionnellement, donc je vous le conseille beaucoup. Le deuxième film est le troisième d'une trilogie, et oui, c'est Mystère à Venise qui raconte l'histoire d'Hercule Poirot qui était censé avoir arrêté d'être un détective, mais un crime a lieu en plein milieu de Venise dans un endroit qui est vraisemblablement hanté. C'est là qu'il va devoir trouver le ou la criminel. Le downgrade de cette trilogie, on est passé d'un gros casting avec Orient Express qui pour le coup était super sympa je trouve. J'ai passé un bon moment devant, c'était un whodunit voilà classique, en même temps c'est adapté de whodunit vraiment classique, littéralement classique, genre ils ont inventé le genre. Un casting 5 étoiles, un bon score box-office pour un film qui coûtait pas très cher. À Mort sur le Nil qui est un peu compliqué parce que Covid, du coup il y a une sortie en simultané ou presque en salle et sur les plateformes de streaming et le film était nul. Pour le coup Orient Express je l'ai défendu en disant que c'était assez simple et peut-être un peu banal, mais Mort sur le
le Nil, c'était éclaté au sol quoi. Vraiment c'était pas bon du tout je trouve, le rythme était affreux. Et alors là, Mystère à Venise, c'est simple, c'est la même chose que Mort sur le Nil. Ils ont essayé de jouer le côté horreur, ça ne marche pas du tout, il n'y a pas une ambiance qui arrive à s'installer. Kenneth Branagh qui réalise et qui joue dans le film, il se tape un kiff. Ça fait 3 films qui se fait financer. Alors évidemment, vous avez vu dans le casting, il est passé d'acteurs vraiment connus à des acteurs qui sont plus des A-listers, mais aussi la mise en scène, franchement Kenneth Branagh, je l'aime bien d'habitude. C'est un gars qui est fort pour faire des films assez académiques, mais alors là, les grands angles, franchement j'en ai marre, les gros plans pareil, il a pas réussi à rendre cet endroit vivant. Et ça c'est le cas pour la trilogie. Allez, sauf pour Orient Express où il profite vraiment du décor. Franchement là, j'étais pas du tout inspiré par l'ambiance du film. L'enquête était nulle, je trouve pas du tout satisfaisante, rien de passionnant. L'histoire derrière n'était même pas surprenante. C'est trop peu inspiré. Ils ont fait le marketing aussi sur le côté horreur qui est un peu présent dans le film, mais c'est raté. Le montage est vraiment aléatoire à certains moments. Je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, avec Mort sur le Nil, c'est l'un des pires films que j'ai vu du monsieur, de Kenneth Branagh. Et je suis déçu parce que c'est un gars que j'aime bien, et en tant qu'acteur, en tant que réal, mais alors là, je sais que c'est son kiff de jouer Hercule Poirot, et tant mieux. Je trouve qu'il joue bien, mais le casting n'a aucune alchimie. Les acteurs, franchement, ça va pas du tout. Les personnages, tu t'en rappelleras jamais. C'est hyper décevant. Pourtant, l'histoire aurait pu être bien, je pense. Il est dans son ego trip, j'ai l'impression un peu Kenneth, et moi, je le suis pas du tout. Je l'ai défendu au début de la trilogie, mais là, je ne peux plus. Donc, je ne peux clairement pas vous recommander ce film. Je suis désolé, je vais très vite dessus, mais j'ai rien à dire, quoi. Aussi vite vu, aussi vite oublié. J'ai failli m'endormir 27 fois devant, quoi. C'était l'un des films les moins bien rythmés que j'ai vu. Pourtant, vous savez que j'aime les longs films ou les films contemplatifs. Là, en 1h40, ressenti 3h30. C'était vraiment horrible, je trouve. Et le dernier film, l'un des meilleurs de l'année, et Cocorico, il est français, c'est La Palme d'Or, Anatomie d'une chute, qui raconte l'histoire d'une femme qui est accusée du meurtre de son mari. Tout va tourner autour de la vérité. L'a-t-elle réellement fait? Oui ou non? C'est le sujet du film. Anatomie d'une chute, La Palme d'Or. Alors écoutez, j'ai évidemment pas vu tous les films nommés pour la Palme d'Or, mais en tout cas, je peux vous dire un truc, il n'a pas volé sa Palme d'Or. Si un excellent film devait gagner la Palme d'Or, eh bien un excellent film a gagné la Palme d'Or. Anatomie d'une chute, c'est un film qui va vraiment rester en tête pour beaucoup de personnes. C'est un film de procès. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le film. Sans entrer dans les détails, tu vois la scène du meurtre, sauf que tu ne vois pas assez pour savoir si la femme l'a fait ou pas. T'en vois assez pour avoir le doute. Et vu que tout tourne autour de ce procès, plus le procès avance, plus tu commences à douter de ton personnage principal. Au début, tu la soutiens carrément, et plus le temps passe, plus tu te poses des questions. Ça, c'est la première force. Deuxième force, c'est que c'est une question de cinéma. Tout le but de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Qu'elle soit coupable ou pas, on sait pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Et du coup, ça va se jouer par rapport au juré. Il y aura un avocat qui est incroyable, le chauve, comme beaucoup l'appellent, Alain Reinhardt, vraiment très bon dedans. Antoine, pardon, je crois Reinhardt, qui est absolument excellent, qui lui va essayer de condamner cette femme. Et de l'autre côté, sa défense à elle, qui va essayer de la défendre. Et du coup, c'est un combat d'histoire, c'est un combat d'arguments. Il y a ce côté qui est vraiment, certes, procès, avec des preuves et tout, mais on essaie de vendre la meilleure histoire possible. Qu'elle soit vraie, pas totalement vraie, ou même un mensonge. Et ça, en termes d'art, c'est hyper intéressant parce que les images nous mentent régulièrement, les images peuvent dire la vérité aussi, et du coup, forcément, vu que l'idée du film, c'est de te mentir ou pas, tu remets en question les images que tu vois aussi, des choses que tu n'as pas connues. Et en même temps que le juré et le public qui assiste à ce procès, tu te poses des questions sur qui croire et à quel moment. Pour un film de procès, c'est absolument fantastique de ce point de vue-là, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu. Le film dure 2h30, je crois presque. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai suivi l'intrigue de A à Z parce que tu veux savoir comment ça se finit. Mais en plus de ça, il y a tellement d'idées de mise en scène. C'est majoritairement un huis clos aussi. Il y a une maison dans les montagnes et le procès. Et je parlais du coup de rendre un endroit vivant, mais et le tribunal et la maison, tu te retrouves réellement facilement dans la géographie parce que la géographie est importante. Les choses que tu entends, les choses que tu vois, en fonction de là où tu es, ça change tout au procès. Et pareil pour le procès, la manière dont les personnages se présentent, la langue qu'ils parlent, parce que c'est un film en français et en anglais, il y a tellement de petits détails comme ça. Il y a une intrigue sur le chien, que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il y a l'intrigue sur l'enfant. Il y a un truc sur la vérité qui est fondamental. Il y a un truc sur la culture qui est hyper intéressant. Il y a un truc sur la justice aussi qui est super pertinent. Il y a des scènes ultra bien foutues, ultra mémorables aussi. Il y en a plein pour le coup de manière assez ponctuelle. Il y a une musique qui revient souvent. C'est assez brillant pour le coup. C'est hyper bien géré. Les acteurs pour le coup, je vais citer qu'Antoine Reinhardt, mais ils sont tous absolument incroyables. Ils ont tous leur moment pour briller. Honnêtement, si ce film est pas le film choisi par la France pour se présenter aux Oscars, c'est du foutage de gueule. Et c'est clairement l'un des meilleurs films français que j'ai vu de tous les temps. C'est le genre de film, au début en sortant de ma séance, j'ai mis 4 sur Letterboxd et plus j'y pensais, plus je suis monté à 4,5 et là j'ai envie de mettre 5, tu vois, tellement il était bien. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, j'aurais dû en faire une vidéo à l'époque, mais j'étais en vacances quand le film est sorti et après j'étais vraiment occupé. J'aurais aimé décortiquer le film, mais le film est hyper touchant, hyper beau aussi visuellement, hyper bien joué, il y a plein d'idées de mise en scène de partout et la polémique c'était vraiment de la merde. C'est Justine Triet, du coup la réalisatrice qui a fait un excellent travail, qui parlait de la manière dont sont financés les films français. Et le pire dans l'histoire, c'est que Justine Triet avait raison. Elle s'est pris une polémique par des gens qui sont pas intéressés par le cinéma parce qu'elle trouvait qu'on finançait pas assez bien les films en France. Mais elle a raison. Du coup, il y a plein de gens qui ont voulu boycotter ce film. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Le film est un franc succès. C'est pour ça que même un mois après la diffusion, je crois, peut-être un peu moins, le film est encore dispo en salle.
étoiles, allez-y. Si vous aimez les histoires de procès, il y a un suspense, c'est presque un thriller pour le coup. Il y a une histoire de couple fascinante, il y a des performances de dingue, il y a plein d'idées de mise en scène tout le temps. C'est un film qui est magnifique, il y a une vraie tendresse, c'est complexe émotionnellement aussi. C'est l'un des meilleurs films de l'année. Pour le coup, ça sera dans le top. Si vous êtes complètement désabusé par le cinéma français, vous vous dites non, j'ai pas envie d'aller voir ça, croyez-moi, allez-y. Non pas que c'est l'un des meilleurs films français de l'année, c'est l'un des meilleurs films tout court de l'année. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films. Les avez-vous adorés ou détestés? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.